Bonjour à tous et bienvenue donc au deuxième module des rencontres phares. Donc ces rencontres phares qui traitent cette année d'un sujet d'actualité parce qu'on va parler d'IETP et puis aujourd'hui on va élargir au-delà un peu de l'éducation thérapeutique. On lui a trouvé un joli nom à ces rencontres phares puisqu'on l'a intitulé de l'impatient à l'e-patient, l'ETP à l'heure du virtuel. Voilà, donc moi je suis Anne-Christine Rall, je suis rhumatologue au CHU de Caen et je vais vous accompagner pour ce module 2. On va je vous aiderai à poser les questions au fur et à mesure. Je devais être accompagnée par Laurence Carton. Laurence Carton qu'on connaît bien dans le milieu rhumatologique, dans le milieu de l'éducation thérapeutique, parce qu'elle a une place importante, elle fait partie de la FLAR et elle intervient souvent. Malheureusement, c'est une patiente et elle a des problèmes de santé aujourd'hui, mais voilà, tout le monde pense bien fort à elle. Donc la dernière fois, le module 1, on a traité de l'éducation thérapeutique dans le virtuel. Qu'est-ce que ça a changé? On nous a donné des idées, des méthodes, des trucs pour savoir comment on pouvait le faire en pratique. Aujourd'hui, le module 2, on va élargir un peu. C'est plus uniquement l'éducation thérapeutique, on parle du patient, puis on va aller un peu au-delà. Et donc notre première intervenante, elle s'appelle Isabelle Robin et elle va nous parler en fait de la consultation, comment la consultation elle a changé au cours du temps et qu'est-ce qu'elle devient avec la téléconsultation. Donc Isabelle Robin, elle est historienne, donc elle va nous donner une vision qui n'est pas du tout la nôtre en tant que soignant. Donc l'intitulé de l'intervention, c'est de la consultation épistolaire à la téléconsultation moderne. Donc, je vous donne la parole. Bonjour. Mon intervention, effectivement, s'intitule « La consultation épistolaire, une première téléconsultation ». Enfin, c'est le premier titre qui avait été donné. Je suis un peu confuse de vous contredire. Mon propos est au travers d'un exemple particulier, celui d'un médecin parisien du XVIIIe siècle, d'évoquer une forme de consultation à distance, telle qu'elle est pratiquée entre XVIe et XVIIIe siècle, donc à l'époque moderne des historiens. Est-ce que je pourrais avoir la diapo suivante? Je ne vois pas mon PowerPoint, donc celle où on voit le plan. Voilà, je vais essayer de vous présenter d'abord ce que c'est que cette consultation, enfin quelles sont ses origines et sa pratique. Ensuite, je présenterai un peu mon corpus et le médecin Étienne-François Josseroi qui nous permettra d'entrer de façon concrète dans ces échanges à distance entre médecins et malades au XVIIIe siècle. Diapo suivante, s'il vous plaît. La consultation par écrit est une pratique qui est déjà très largement établie à l'époque de Josseroi. L'origine de la pratique remonte au Moyen-Âge. Il y avait un acte professionnel qui faisait suite à un échange entre un médecin et un patient. Et il s'agissait donc de rendre compte de cet échange, cette rencontre, bien souvent, par écrit. On pouvait aussi faire une rédaction suite à une rencontre entre plusieurs médecins se consultant entre eux au sujet d'un patient. Dans ces cas-là, le ou les médecins produisent un rapport écrit qu'on appelle concilium, dans lequel l'analyse du cas est suivie d'indications et d'une prescription de traitement. Il arrive que ces concilia, rassemblés en recueil, circulent, servent à la formation des étudiants en médecine. On en a effectivement des exemples dans l'Italie des XIIIe ou XVe siècles, dans les grandes universités de médecine. Et en France, on sait qu'il en existe déjà aussi à la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle. Cet exercice de mise par écrit, d'écriture, participe pour les médecins, les docteurs en médecine, de la dignité et de la légitimité de leur profession. Il est vraisemblable que les juristes qui produisaient des concilia juridiques écrits ont été les modèles pour les médecins et ces derniers en ont fait un acte typique de leur pratique qui les distingue des apothicaires ou des empiriques et des irréguliers qui, eux, ne pratiquent pas normalement ces consultations écrites. Alors, de la consultation écrite, on passe aussi à une consultation en absence, c'est-à-dire avec un patient éloigné.
Et ça, c'est quelque chose qui se développe surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, quand les correspondances particulières elles-mêmes prennent une certaine importance et quand les services de la poste à cheval se développent considérablement. Ainsi, effectivement, médecins et patients peuvent s'écrire, les uns soumettant leur cas à leur médecin. On prend donc l'habitude, dans certains milieux alphabétisés, bien évidemment, et utilisant la correspondance pour leurs affaires quotidiennes, d'écrire au médecin pour lui soumettre son propre cas ou un cas de proche. Les médecins intègrent la consultation en absence dans leur exercice de la médecine, pour peu que leurs malades habituels partent en voyage, par exemple, ou que leur réputation leur attire des demandes de la part de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées, mais qui souhaitent avoir leur avis. On connaît au XVIIIe siècle plusieurs très grands médecins qui ont eu effectivement des échanges avec des patients, parfois dispersés dans l'Europe tout entière. C'est le cas, par exemple, de Samuel Tissot ou de Théodore Tronchin, qui sont deux médecins suisses, qui effectivement avaient une très très large correspondance européenne. C'est aussi le cas d'un médecin à Édimbourg qui s'appelle William Cullen, qui consacrait chaque jour un certain temps de sa matinée à écrire, à répondre à ses patients. Du côté des malades, écrire à un médecin éloigné est un bon moyen d'avoir un second avis. Quand on a un problème de santé qui dure, ou quand on veut entendre un autre avis que celui de son médecin, quand on n'est pas d'accord avec lui en particulier, on cherche effectivement à aller trouver un nouvel avis. On peut donc, en tant qu'historien, appréhender cette pratique grâce aux correspondances conservées de certains médecins, comme Étienne François Geoffroy. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ce médecin est issu d'une famille d'une lignée de professionnels de santé, pourrait-on dire. Du côté de son père, il est descendant de 3 générations au moins d'apothicaires. Et du côté de sa mère, bien son grand-père était chirurgien, et ses oncles sont chirurgiens et médecins. Donc il est effectivement très largement entouré. C'est un Parisien pur jus, je dirais. Il est un habitant du Marais. Il n'a jamais quitté ce quartier de toute sa vie. Il y est né et il y a vécu toute sa vie entre les rues Bourtibourg, rue des Singes, à côté de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Alors, porté par cette lignée de bourgeois parisiens, il s'est fait un nom dans les milieux savants et il est un personnage, un membre plutôt de la Royal Society de Londres, de l'Académie royale des sciences à Paris. Et par ailleurs, il a enseigné la matière médicale, c'est-à-dire les plantes, les animaux, tous les produits animaux qui sont utilisés dans la pharmacopée au Jardin du Roi et au Collège Royal, qui sont les 2 institutions d'enseignement où on dispense des cours de matière médicale en dehors de l'université. Et donc, il était enseignant dans ces deux institutions. Alors, comme docteur régent de la faculté de Paris, il a une patientèle parisienne que nous ne connaissons pas bien parce que nous n'avons pas de source, mais par chance, sa correspondance professionnelle avec des patients de province a été conservée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette correspondance professionnelle est assez conséquente, 426 dossiers qui sont conservés aujourd'hui. Et chaque dossier peut comporter la demande du patient, c'est-à-dire la lettre dans laquelle il va faire un récit de sa maladie, exposer les différents épisodes chronologiques qu'il a pu noter, la description des symptômes, et il en attend en retour un avis du médecin ou une consultation écrite. Alors cette consultation écrite, elle peut prendre la forme dans ce que nous conservons, c'est-à-dire dans les archives de la bibliothèque de santé, de brouillons, puisque lui, je crois, conservait ces brouillons de réponse. Vous en avez une image qui vous montre effectivement à quoi peut ressembler ce travail raturé, ajouté, etc. Et cette consultation écrite tient à la fois du rapport et de l'ordonnance, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il va y mettre son analyse du cas, le diagnostic, des indications et tous les remèdes qu'il préconise. Donc, ce sont ces dossiers de travail en fait qui ont été conservés. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'on a là ces archives ouvertes, celles qui lui servaient pour travailler au jour le jour, répondre aux patients qu'il connaissait déjà. Il pouvait retrouver des précédents courriers et continuer à les suivre. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Alors, c'est ainsi qu'on peut s'intéresser à sa pratique, justement quotidienne des consultations à distance, puisque voilà, on se rend compte effectivement d'un côté, il fallait que les patients écrivent et fassent cette longue description de leurs problèmes, mais de l'autre côté, lui, il fallait qu'il se mette au travail en quelque sorte à son bureau, en s'aidant de sa bibliothèque professionnelle, qui est assez importante, à peu près 1500 titres de médecine, chimie, chirurgie, etc., qui lui permettaient de se référer à un certain nombre de textes s'il en avait besoin. Et puis, surtout, on peut regarder le temps qu'il consacre à ce travail. Alors, c'est une activité pour lui quotidienne, comme le montre le graphique de la répartition par jour de la semaine. Et il travaille non seulement tous les jours à répondre à ses patients, mais même quand il a lui-même été malade en 1730, il a poursuivi cette activité. Il est intéressant de regarder les temps de réponse que l'on peut noter dans ces échanges. Une fois sur deux, Geoffroy écrivait sa consultation dans les 8 jours suivant la rédaction par le malade de sa demande. Pour apprécier pleinement ce résultat, on vient de prendre en compte la lenteur générale de l'acheminement du courrier au début du XVIIIe siècle et tenir compte aussi de l'éloignement des correspondants du médecin. Sur la diapo suivante, vous pourrez voir la dispersion des patients dans la moitié nord du royaume de France à l'époque, avec des petites concentrations du côté de Rennes, de la Normandie, de Reims, de Bar-le-Duc, mais effectivement des gens qui habitent tous au nord de la Loire, et ces correspondants les plus lointains, en fait, habitent à 12 ou 14 jours de voyage à cheval de Paris. Parce qu'en fait, c'est la distance temps qui est la plus importante, là. Les gens qui habitent Rennes et Laval sont à environ une semaine de voyage de la capitale. Ceux qui habitent Reims à 3 jours. Et ça nous donne donc le cadre temporel, enfin spatio-temporel, dans lequel se déroule l'ensemble de ces échanges. Il est donc possible d'avoir une consultation à distance, mais elle doit se faire dans cette contrainte du temps. Alors, si on compte, par exemple, 12 jours d'acheminement d'une lettre pour aller jusqu'à Saintes, ça signifie que le patient attend 24 jours pour avoir une réponse, ou 14 jours quand on est à Rennes, donc à 7 jours de voyage. Cela, c'est un petit peu la contrainte première. Sur la diapo suivante, on peut se rendre compte que si on combine les délais de voyage entre Paris et les différents lieux d'expédition pour lesquels on a des dates précises, et les dates des demandes des malades, on constate d'abord que Geoffroy est quelqu'un qui réagit assez vite. Parfois, il écrit le jour même de la réception de la lettre et il la renvoie immédiatement. Donc, 6 jours peuvent séparer la date de consultation, par exemple, d'un homme qui habite Bar-le-Duc de celle de la demande d'avis. Il a répondu le jour même, dans la journée de réception. Pour les cas estimés urgents par les solliciteurs, on parvient parfois même à faire arriver une missive plus rapidement qu'on pourrait s'y attendre, étant donné les délais de la poste. Alors, dans la partie en haut à droite du tableau, vous avez les délais qui sont plus courts que le temps de voyage habituel pour certaines demandes, grâce à des messagers particuliers qui voyagent hors des horaires des carrosses publiques, qui ont des départs réguliers mais qui ne sont pas quotidiens. Eh bien, on peut faire parvenir plus rapidement une demande de consultation jusqu'à Paris. Par exemple, les courriers entre Geoffroy et une certaine Madame de Fontaine en 1730, eh bien, sont allés plus vite que n'aurait été le courrier par la poste normale, puisqu'elle habite Abbeville. Il faut 3 jours et demi pour arriver à Abbeville, et on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 jours d'écart entre les dates de la demande et la date de consultation de Geoffroy. Il a reçu ça dans les 3 jours, il a pu répondre un peu plus rapidement. D'autres courriers, avec Rennes en particulier, mettent aussi moins d'une semaine pour parvenir jusqu'à Geoffroy et puis pour lui de répondre. Donc il y a effectivement une possibilité de téléconsultation d'une certaine manière, de cet échange à distance, de répondre à une demande des patients. Et si on essaye de faire un petit peu un bilan de ces conditions particulières d'échange, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un certain nombre d'avantages pour le médecin, puisque les visites en ville et les consultations écrites
constituent les deux faces d'une seule et même activité, hein, pour Geoffroy, pour d'autres médecins. Ils rencontrent des patients physiquement et puis ils poursuivent la prise en charge à distance lorsque ces patients, par exemple, s'éloignent, hein, partent en villégiature, ce qui arrive assez souvent. Donc, il peut suivre les gens qu'il connaît à Paris et qu'il soigne, même lorsque ceux-ci partent dans leur château, dans leur maison, à la campagne, à condition que ce ne soit pas trop éloigné. La deuxième chose qui est intéressante aussi, hein, c'est que pour ce médecin, comme pour les autres qui pratiquent ce genre de consultation à distance, bien au fond, accepter, bon, de pratiquer cela, de travailler à ces réponses par écrit, contribue à leur revenu, puisqu'il se fait payer aussi cet acte, et ça contribue aussi à sa réputation et à l'extension de sa propre patientèle. Du côté des patients, le médecin qui répond à leur demande par écrit, ils s'en trouvent tout à fait satisfaits. C'est une possibilité qui leur est ouverte d'avoir une consultation d'un autre médecin, parfois d'un médecin qu'ils considèrent comme très réputé, plutôt que de se contenter de celui qui est à proximité. Cependant, les limites matérielles sont quand même très évidentes, en plus de celles que je viens de citer, qui sont un peu les avantages généraux. D'abord, la première limite, c'est celle des communications et de la lenteur de l'acheminement du courrier au XVIIIe siècle. On ne peut pas consulter à distance pour des maladies chroniques, pour des maladies infectieuses qui évoluent rapidement, mais plutôt pour des maladies chroniques, puisqu'il va falloir à chaque fois attendre assez longtemps les réponses. Ça peut expliquer aussi que le corpus de lettres de Geoffroy présente très peu de problèmes pathologiques touchant des enfants, mais beaucoup des adultes et une grande partie aussi de personnes au-delà de 60 ans. Par ailleurs, autre limite, hein, c'est celle de l'écrit et de la fortune, puisque il faut que les gens sachent écrire pour pouvoir s'adresser à Geoffroy ou qu'ils aient quelqu'un qui puisse écrire pour eux. Et la consultation à distance coûte plus cher que la consultation en présence, entre 6 et 12 livres en monnaie de l'époque, hein, mais sachant qu'un ouvrier gagne 1 à 2 livres par jour de travail, on se rend bien compte que effectivement c'est assez coûteux. Dernier point, celui de l'éloignement physique qui parfois gêne le médecin. Bien que ce soit très courant, parfaitement intégré, cet usage de l'écrit n'a cependant pas toujours la préférence du médecin, puisque dans certains cas, l'examen de visu, avec palpation éventuellement, le questionnement sur le vif du médecin apporte des compléments d'information très utiles au diagnostic du praticien, qui peut regretter de ne pas avoir le patient en face de lui dans certaines lettres. Hein, il l'exprime de manière très claire. Donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas remplacer complètement la consultation en présence par ce moyen, mais que cela répond à des demandes assez évidentes de la part des patients. C'est bon? Alors, je ne sais pas s'il y a des problèmes techniques ou pas. Vous avez fini? Je ne vois pas de questions. Alors non, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok, merci beaucoup pour ce topo passionnant et qui est vraiment très intéressant de voir qu'au cours du temps, en fait, on revient un petit peu les téléconsultations sont effectivement un petit peu ce qui était fait à l'époque. Après, il y a des différences effectivement techniques qui sont bien évidentes. Hein. Sur le plan de la société, on a l'impression qu'à l'époque, on avait plutôt tendance à augmenter les inégalités de santé avec ce type de consultation, alors que maintenant, les téléconsultations
un des objectifs, c'est aussi d'atteindre les personnes dans les territoires ruraux qui ne peuvent pas avoir accès aux soins ou justement essayer de diminuer les inégalités de santé. Oui, ces consultations écrites n'ont pas pour vocation première d'ouvrir en quelque sorte l'éventail social des patients. Ça peut se faire au travers des protecteurs, des patrons, des maîtres qui vont éventuellement soumettre aux médecins le cas de leurs domestiques, de leurs serviteurs. Mais ça marche aussi quand il s'agit de consultation en présence. Donc, le fait d'avoir une consultation écrite et à distance ne va absolument pas dans le sens d'une démocratisation ou d'une ouverture. Après, le recrutement justement, quels sont les patients qui vont essayer d'avoir ce type de consultation? On a un petit peu de mal à imaginer quand même comment ça se passe en pratique. Qui peut bénéficier de tout ça? Eh bien, des gens qui ont d'abord qui sont instruits, voilà, et qui ont des moyens financiers pour pouvoir payer la consultation en question. Donc, vous avez une partie de nobles, de bourgeois, des villes, petites et moyennes, d'ailleurs pas forcément de très grandes capitales régionales, qui de toute façon écrivent tous les jours. Et alors, écrire à un médecin, ce n'est pour eux qu'un moyen supplémentaire d'entretenir des correspondances et de régler leurs affaires. D'accord, très bien. Alors, on n'a pas de questions là, peut-être qu'il y en aura plus tard, mais on en rediscutera plus tard. Donc là, on va lancer la suite, puisqu'on a déjà un petit peu de retard. Donc, le sujet suivant est aussi quelque chose de très actuel, et en particulier, ça a été réveillé par la crise sanitaire et les débats qui ont été faits, la médiatisation de tout ce qui a été fait. Donc, notre prochaine intervenante, c'est Lucie Cabrejo, qui fait partie de l'UTEP en vol à Paris et qui va nous parler donc de comment permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre les débats et les démarches scientifiques grâce à la littératie en santé. Oui, bonjour à tous. Alors, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être là pour parler d'éducation thérapeutique, partenariat patient et littératie en santé. Donc là, sur la première diapo, donc vous voyez qu'on est un collectif, on est nombreux, il y a beaucoup de noms, puisque on a fait ce travail à plusieurs, et c'est ça qui a aussi été très intéressant. Et on continue d'ailleurs ce travail, évidemment. Donc, vous voyez qu'on est plusieurs. Il y a 4 UTEP qui sont impliqués, les 3 UTEP de APHP Nord et l'UTEP de Paris-Saclay. Et qu'il y a également la Fondation Maison des Champs qui participe donc dans ce projet. J'ai mis également les noms des patients partenaires qui seront avec nous, qui nous aident à avancer, qui améliorent et participent à la co-animation dans cette histoire. Et donc moi, je suis Lucie Cabrejo, moi je suis neurologue à l'hôpital Bichat et je suis responsable médicale de l'UTEP en vol. Sur Paris Nord, Bichat, Beaujon, Louis-Mourier et Bretonneau. Alors aujourd'hui, c'est vous faire une proposition, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire pour essayer d'améliorer la littératie en santé. Et donc, diapo suivante, pour parler de la littératie, je vous rappelle que c'est un terme qui n'est pas forcément très utilisé. C'est un terme qui vient de l'anglais, qui correspondrait, l'équivalent en français, c'est plutôt l'alphabétisme. Et donc, ce concept de littératie, ça va être l'ensemble des compétences et des connaissances dans tous les domaines écriture, parole, lecture, calcul, qui vont permettre en fait à tout à chacun de fonctionner dans la société. Et puis, on voit qu'il y a des concepts plus spécifiques de littératie en fonction du contexte. Donc, je vous ai mis la littératie numérique, informatique, qui est importante évidemment en ce moment. Par exemple, la littératie juridique. Celle-là, par exemple, pour moi, mon niveau de littératie juridique est vraiment nul. Et puis, donc, cette fameuse littératie en santé. Donc, la littératie en santé, il y a plusieurs définitions.
J'en ai mis une qui me semblait bien représenter le concept. Donc, c'est vraiment l'ensemble des connaissances, la motivation, les compétences qui permettent d'accéder, de comprendre, d'évaluer, d'appliquer de l'information dans le domaine de la santé. Et le but de tout ça, ça va être de se forger un jugement et de pouvoir prendre une décision en termes de soins de santé ou de prévention, de promotion de la santé. Et le but de tout ça, bien sûr, c'est de maintenir et promouvoir sa qualité de vie tout au long de son existence. Donc, vous voyez, c'est très large comme définition et c'est pas facile à appréhender. En tout cas, c'est un lien direct, cette notion de littératie en santé, avec tout ce qui est démocratie en santé. Et on sent bien tout de suite, et je pense que vous voyez bien et vous le vivez, en tout cas, quand on est dans le soin, on le voit bien, tout ce que ça peut impliquer d'inégalité en santé derrière, et donc un vrai enjeu de santé publique. Voilà, un travail vraiment important, un travail de fond vraiment à mettre en place. Cette littératie, ce niveau de littératie en santé, il va être évidemment, il va y avoir des facteurs individuels, socio-environnementaux qui vont l'impacter directement et qui peuvent être bien sûr des leviers à travailler pour améliorer ce niveau de littératie en santé. Et il y a beaucoup de travaux qui ont montré le lien direct, la relation directe entre son niveau de littératie en santé et son niveau de santé globale ou de santé mentale. Donc, on sait que plus on augmente un niveau de littératie en santé au sein d'une population et plus on va améliorer toute la prise en charge sanitaire de cette population. Donc, c'est un sujet très important, énorme. Et puis, nous, en éducation thérapeutique, ça fait un moment qu'on essaye qu'on veut s'y atteler. Et l'ARS nous demande aussi de plus en plus, nous demande de travailler sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas forcément comment l'aborder et comment commencer. Pas si simple. Et puis, du coup, la pandémie est arrivée. Diapo suivante. Et c'est le début d'une histoire, une belle histoire que je vais vous raconter. Donc, un début d'abord en 3 actes. Premier acte, tout le monde s'en souvient, l'arrivée du Covid, mars 2020, où on s'est tous retrouvés en état de sidération. Et puis les polémiques très anxiogènes ont débarqué sur les masques, le confinement, la chloroquine, rappelez-vous. Et puis, on est passé dans la phase de l'acte 2 de formation et de réflexion. On s'est retrouvés responsable du TEP et Florent de la Fondation Maison des Champs. On s'est retrouvés à une formation justement proposée par le pôle ressources ETP Île-de-France sur comment faire de l'ETP autrement et sur comment faire de l'ETP à distance, puisqu'on n'avait pas... c'était tout nouveau. Et de ce moment de formation et de retrouvailles, on est passé à l'action et on a commencé ensemble à réfléchir à comment améliorer le niveau de littératie en santé, qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Et c'était vraiment propice, en fait. Ça nous a semblé assez évident, puisqu'il y avait cet environnement facilitant, incroyable, où vous voyez la photo de M. Raoult sur BFM TV, et ça résume un peu tout. Il y avait une exposition médiatique incroyable, des articles et du débat scientifique avec les mots-clés, le lexique, les noms des revues. Et c'était vraiment un débat scientifique qui sortait de son milieu. Et puis, il y avait tout ce contexte assez anxiogène avec les propos contradictoires et les avis divergents des soignants, en tout cas qui étaient vécus comme anxiogènes par la plupart des patients qui se retrouvaient assez déstabilisés et qui étaient en manque de repères. Donc, c'est pour ça que c'était le bon moment avec les bonnes personnes, comme souvent dans les belles histoires. Et du coup, on s'est dit, on va être ambitieux, on va essayer de voir comment atteindre certains objectifs. Alors, on a commencé à les lister, c'est vrai que ça semble très ambitieux. Comment se faire une opinion sur la fiabilité d'une information scientifique médicale, et notamment sur le versant médicaments en partant de l'actualité. Oser lire des articles scientifiques, analyser la méthodologie d'un essai clinique, pouvoir discuter de l'interprétation de données d'un essai clinique. Et puis, l'idée derrière tout ça, c'est bien sûr d'aiguiser son sens critique. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de partir de l'actualité. On était tous concernés. Donc, on était vraiment sur une thématique très transversale. Et c'est pour ça aussi que ça nous semblait pertinent de le faire à ce moment-là. Alors, on a imaginé dans notre programme, donc on l'a imaginé en 4 temps. Et on a séparé ça donc sur 4 ateliers avec des objectifs différents.
Un premier atelier qu'on a imaginé sur la lecture d'un article scientifique pour appréhender la structure des écrits scientifiques, comprendre le langage de la recherche médicale et juger de la fiabilité d'une étude scientifique. Donc, un premier temps. En deuxième temps, on voulait proposer d'analyser et de critiquer un essai clinique, et c'est là où on va s'appuyer sur un des premiers articles de M. Raoult sur la chloroquine, puisque c'était le grand débat, pour ou contre la chloroquine, c'était un peu ça l'idée. Et donc, c'était de discuter la véracité de données d'essais cliniques, aiguiser le sens critique vis-à-vis des données de la science, et puis pouvoir se faire une opinion sur la fiabilité d'une information. En troisième temps, c'était vraiment le médicament. Ça nous a été vraiment demandé par les patients qui ont participé. Donc, la procédure de mise en place et de conception du médicament avec l'identification des étapes de la mise sur le marché d'un médicament et comprendre les enjeux que ça représentait à chaque étape, en fait. Et en quatrième temps, là, on était plus sur une idée de recherche bibliographique, donc comprendre l'importance des mots-clés. Et ça, c'est un vrai objectif en soi, de toute façon, les mots-clés pour se soigner. Et comment connaître et trouver les sources fiables, discuter des moteurs de recherche sur la santé, et donc comment tester et comment trouver les bonnes informations au bon endroit. Et puis, toujours avec cette idée aussi des fake news, comment faire pour distinguer le vrai du faux. Diapo suivante. Alors, pour ça, on a, donc dans ces 4 temps, on a imaginé des séquences pédagogiques. On a créé on a en tout cas choisi des outils pour aborder toutes ces thématiques. Alors, par exemple, sur la première partie avec l'article scientifique, donc il y avait tout, on a fait tout un document sur la méthodologie de lecture d'un article scientifique en s'appuyant aussi à chaque fois du retour des patients qui participaient. On a utilisé des vidéos BFM qui sont vraiment incroyables à revoir, avec aussi l'utilisation d'un lexique de mots-clés. Et puis, il y a aussi on a utilisé des illusions d'optique pour mettre en avant la notion de différentes perspectives ou différentes visions et commencer à discuter du concept de décider dans l'incertitude, qui est un vrai sujet en soi et qui peut faire déjà l'objet de plusieurs ateliers. En deuxième partie, donc, on a regardé donc, plus précisément cette fameuse étude qu'on a fait traduire en français, avec cette fameuse étude sur la chloroquine, une des premières par M. Raoult. Et puis, on a essayé en sous-groupe de réfléchir au pour et au contre, même s'il n'y a pas vraiment ni de pour ni de contre finalement, puisque c'était la grande polémique justement. La troisième partie sur les procédures d'AMM pour les médicaments. Donc, on a construit un outil pour faire un peu toute la mise en place de la procédure et puis toutes les étapes. Et aussi un travail en sous-groupe qui nous permet d'imaginer la conception d'un médicament. Et là, on part plutôt sur des idées qui sont plutôt marrantes, comme par exemple un médicament qui donne le sourire, ou là, sur la dernière session, un médicament qui rend les cheveux rouges, Donc, ça nous permet d'arriver donc sur la quatrième partie, où là, sur la recherche, la bibliographie scientifique. Donc là, on partait du vaccin, parce que ça nous permettait aussi d'aborder le vaccin anti-Covid, notamment toutes les infos qu'il y avait eu sur le vaccin Pfizer. Avec aussi l'utilisation de vidéos sur les fake news. Alors, diapo suivante. Donc, sur cette première partie, sur une année environ, on a pu faire 2 sessions au départ avec 16 patients qui ont participé. On a proposé aux patients qui étaient déjà dans une démarche d'éducation thérapeutique et qui étaient déjà impliqués là. Donc, c'est vrai qu'il y avait un biais de recrutement, mais ça nous a permis aussi, à chaque fois, après chaque séquence pédagogique, de demander leur avis et d'avoir un retour, un feedback immédiat sur la pertinence ou pas de ce qu'on proposait. Donc ça, c'était vraiment très bien. Globalement, on a demandé évidemment le niveau de satisfaction de participation au programme qui était bon, le fait d'avoir participé, le fait d'avoir échangé avec d'autres personnes et d'avoir échangé avec des professionnels de santé. Et puis là, ce qui est
intéressant. Surtout, on leur avait demandé s'ils avaient déjà lu des articles scientifiques avant la participation aux ateliers. Et donc, il y a la moitié des personnes qui ont une maladie chronique qui n'avaient jamais lu d'articles scientifiques. Suivante. Alors là, je pense que je suis allée peut-être un petit peu plus vite. Donc, sur la diapo d'évaluation, avec un questionnaire d'évaluation globale du programme, on a demandé si ces ateliers ont eu un retentissement sur leur vie quotidienne. Et donc, je pense que c'est la diapo d'après. Voilà, donc sur votre vie quotidienne. Et donc, quasiment 90% ont répondu qu'effectivement, il y avait eu donc, un retentissement. Donc, ça, c'était plutôt un retentissement positif. Qu'il y avait eu un retentissement sur les relations avec les professionnels de santé à 50% et sur ses choix en santé à 60%. Donc, un impact plutôt positif. On a demandé aussi quel est l'atelier qui leur avait été le plus utile et qu'ils avaient préféré. C'est clairement l'atelier sur le médicament qui est sorti en premier. C'était celui aussi qu'ils avaient demandé aussi lorsqu'on était en train de construire le programme. Donc, du coup, on le propose maintenant en premier atelier pour rentrer dans le programme. Diapo suivante. Donc, ce premier temps, finalement, on a fait deux sessions de 4 ateliers. Ça nous a permis d'évaluer la construction déjà du contenu du programme et puis la faisabilité. Donc, comme je vous disais, il y a eu la rédaction d'un conducteur pédagogique. On a pensé les séquences éducatives et construit les ateliers et puis les outils adaptés. Ça demande du temps, clairement. On a pu s'organiser en co-animation parce qu'on est assez nombreux, je vous ai dit encore, dans la conception de ce programme. On s'est réparti les rôles et les séquences. Et puis, donc, on a validé le format sous 4 séances de 2 heures sur Zoom avec des missions à faire entre les sessions. Alors, dans le deuxième temps, pour l'instant, est-ce que ça marche? Je ne peux pas vous le dire, puisqu'on y est. Enfin, on essaye maintenant d'itératie, le niveau d'itératie, puis on va voir si on a vraiment un impact là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et puis, ce qui est toujours intéressant dans tout ce qu'on fait, c'est à la fois, il y a l'objectif, le but, et puis moi, ce que je dis toujours, c'est le process en soi qui est toujours passionnant. Et donc là, ça nous permet au fur et à mesure de proposer aux patients qui ont fait déjà des sessions et qui ont déjà fait le programme de devenir co-animateurs pour les prochaines sessions. Et puis, on va bien sûr évaluer à distance la mise en pratique. Est-ce que finalement, on a réussi à donner envie à aller lire, à aller faire de la recherche bibliographique, etc., pour sa propre pathologie, pour ses soins ou pour les soins pour son entourage. Diapo suivante. Pour finir, c'est écrit en tout petit, désolé, ça ne sort pas très bien, mais c'est pour dire que on apprend toujours, on continue à apprendre. Et donc, ce qu'on a appris, c'est que bien sûr, le format visio fonctionne et on peut proposer un programme uniquement en format visio distanciel. Bien sûr, faire des ateliers avec des personnes qui ont des maladies différentes est tout à fait possible, d'autant plus que là, on est sur un sujet qui est hyper transversal et voilà, donc ça fonctionne très bien. Ça prend du temps, évidemment, de monter un programme comme celui-là, mais voilà, c'est quand même... il y a toujours un temps de préparation, c'est ça, en amont. Et puis, c'est bien sûr toujours un plaisir de l'ensemble. Et ce qui est beau, là, c'est aussi cette collaboration entre les UTEP et également le lien ville-hôpital qui s'est fait de façon très naturelle et qui permet de la collaboration multiprofessionnelle, du partenariat patient, de l'engagement de tous, et c'est ça finalement qui déjà en soi fonctionne. On a appris aussi on s'en doutait, mais que les patients, il y a évidemment des regards différents, et notamment par exemple sur la façon d'aborder les articles scientifiques. On n'a pas du tout la même que les patients, donc c'est intéressant de partager ça ensemble. Et que c'est aussi peut-être une proposition différente à faire à certains patients qui ne sont pas forcément attirés par l'ETP. C'est aussi une façon de rentrer dans de la réflexion et dans des actions éducatives et ne pas être dans le cadre habituel de l'ETP. C'est une façon d'amener les gens à l'ETP aussi qui est différente. Je crois que j'ai fini, je vous remercie et puis je suis disponible pour les questions. Eh ben,
Merci beaucoup pour cette initiative qui est vraiment très, très intéressante et en fait, comme quoi la crise sanitaire peut avoir des effets positifs pour créer des projets vraiment innovants et pour collaborer ensemble. Ça c'est aussi intéressant. Alors, on a une petite question quels sont les prérequis pour participer au programme ETP en littératie en santé et comment on peut s'inscrire en fait en tant que patient. C'est un peu comment on recrute les gens, quoi. Oui, alors pour l'instant, il y a un peu des biais de recrutement, il faut le dire, mais nous, ce qu'on a mis comme... on a demandé, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était bien que ce soit des patients qui soient déjà impliqués dans une démarche ETP et qui soient déjà dans une réflexion par rapport à toute l'organisation des soins et leur prise en soin. Ne serait-ce que parce que... Et donc, de fait, là, on a proposé à des patients qu'on connaissait, nous, dans les UTEP, avec qui on travaille, qui sont déjà des patients partenaires, en fait. L'objectif, bien sûr, ça va être de l'ouvrir à tous les patients qui sont dans des programmes ETP. Ça, c'est important pour nous parce qu'en fait, c'est pour pouvoir rentrer dans un programme. Vous savez, il faut normalement rentrer via une consultation initiale, donc un bilan éducatif. Et ça, bien sûr, nous, en tant qu'UTEP, on ne pourra pas le faire. Donc, on va proposer en fait ces ateliers, ce programme à des patients qui sont déjà inscrits en ETP. C'est pour ça. Parce qu'en fait, là, je pense que la question, j'imagine que c'est un patient. Je peux imaginer, je ne sais pas, mais je peux imaginer. En tout cas, après, les patients qui veulent, les personnes qui veulent participer sont les bienvenus. Évidemment, il faut nous contacter pour contacter une des UTEP ou la Maison des Champs pour pouvoir nous dire et puis on pourra donner les dates des prochaines sessions, bien sûr. Et puis peut-être essayer les associations de patients pourraient peut-être avoir un rôle pour faire, si on fait ça en dehors de l'ETP, peut-être que aider les associations de patients. Encore après, on n'est pas, mais bien sûr, l'idée, évidemment, comme tout ce qu'on fait, c'est on teste, on voit ce que ça donne et puis l'idée, c'est de l'élargir au maximum et que le maximum de patients y aient accès, on est bien d'accord. Et il y a même pas mal de gens qui disent que les soignants devraient y avoir accès aussi. Certains soignants. Mais donc, on est tous concernés. L'objectif, c'est de le proposer à un maximum. Mais encore une fois, il faut d'abord le mettre en place et que ça fonctionne. Tout à fait. Et moi, j'avais une question. Vous êtes parti d'une polémique due à la crise sanitaire. Donc, si j'ai bien compris, vous avez pris un article de Didier Raoult. Comment vous allez évoluer sur le choix des articles? Parce que c'est pas si facile que ça de prendre un article pas trop compliqué, représentatif. Oui, alors Raoult, il a quand même un bon impact encore. Il est quand même très présent dans nos têtes et ça fonctionne encore. Après, vous avez raison, on s'est dit, pour que ce genre de proposition fonctionne, il faut s'appuyer sur l'actualité, ça c'est certain. Donc après, ça va dépendre aussi de ce qui peut se passer. Mais je pense que ça a été tellement fort, cette polémique, que ça reste quand même dans les mémoires et qu'on est quand même encore tous ouverts à cette discussion. Alors, une dernière petite question. Comment choisissez-vous les co-animateurs parmi les patients? Alors, on ne choisit pas, c'est pas tellement comme ça que ça se passe, on propose, et puis les gens qui ont envie, qui sont disponibles, qui sont motivés, viennent. Toutes les bonnes volontés sont toujours... voilà. Donc après, il y a des séances de travail qu'on fait avec les patients qui viennent en co-animation. On essaye de préparer, donc ils ont déjà participé, ceux avec qui on a travaillé là, et on les connaît plutôt bien. Donc après, il y a quand même des temps de travail avant la co-animation pour redire un peu, repréciser les choses et pour rassurer aussi certaines personnes, pour bien encadrer, pour être là, en soutien, en support, pour que tout se passe bien. D'accord. Et moi, j'avais une dernière remarque qui m'a surpris. Vous nous avez dit, il y en a la moitié qui n'ont pas lu d'articles scientifiques. Ça veut dire qu'il y en a déjà une moitié qui lisent des articles scientifiques? Dans nos 16 participants, il y en a qui avaient lu des articles. Alors moi, par exemple, ça fait partie des grandes choses, des points importants, moi, que je demande maintenant systématiquement au laboratoire, quand je les vois, c'est vraiment traduisez vos articles en français. Ça, c'est quand même, je trouve ça dingue que ce ne soit pas fait systématiquement.
parce qu'ils le font en plus en interne. Toutes leurs grandes études, ils les traduisent sur leurs médicaments, ils les traduisent en français, ne serait-ce que pour leurs collaborateurs. Donc ça, c'est un vrai, je pense que c'est un vrai levier pour aussi avancer là-dedans. C'est proposer, c'est-à-dire que le soignant propose aussi la lecture de l'article sur le médicament dont on parle. Non, mais c'est très intéressant de savoir ça, en fait, hein, et de le promouvoir. Moi, je pense que si tous les soignants, déjà, dans leur spécificité, dans leur spécialité, demandaient au laboratoire d'avoir systématiquement sur les médicaments qu'ils utilisent la version française, ça permettrait au moins de le proposer. Après, les patients le lisent pas, voilà. Mais c'est vrai que on le fait pas, en fait. C'est toujours ça rejoint après dans la littératie en santé, on peut en parler des heures, mais il y a un vrai manque de sensibilisation et de connaissances, ne serait-ce que des soignants sur ce concept-là. Et on n'est pas du tout éduqués à ça. Alors, il y a une autre petite question qui arrive. Des patients ont-ils été associés à la construction du programme? Alors, je vais dire oui, parce qu'en fait, c'est comme souvent ce qu'on fait en ETP, ça se fait au fil de l'eau. Donc, l'étape toute initiale là, de mai 2020, on était vraiment un petit entre nous et entre responsables du TEP et donc on était là, il n'y avait pas beaucoup de contacts à ce moment-là, vous vous rappelez, c'était quand même assez compliqué, c'était le confinement. Et donc on a lancé l'idée et on a écrit la trame au départ entre soignants, on va dire. Mais très vite, en fait, quand on a proposé la première session, on a d'emblée expliqué aux participants que notre objectif, c'était des propositions qu'on faisait et que chaque séquence pédagogique, on la discutait après. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, ça s'est vraiment affiné, modifié au fil de l'eau. Donc oui, il y a de la co-construction. Bien, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc, merci beaucoup à nos deux premiers intervenants. C'était vraiment très bien. Donc là, on a le droit à une pause de quelques minutes. On va un petit peu la raccourcir parce que on a commencé un petit peu en retard à cause de quelques petits problèmes techniques. Donc, on va dire 4 minutes. Donc, 16h, moi j'ai 16h54 sur mon ordinateur, ça fait 55. Alors, on dit 17h, voilà. Donc, on se retrouve à 17h. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai donc une polyarthrite depuis à peu près 7 ans. Je dirais oui, ma vie a été chamboulée, on peut dire oui, elle a changé. Je suis partie vers une autre voie professionnelle. De par la gestion des émotions qui était un peu le cœur du sujet, gérer les émotions, faire attention à soi, se recentrer sur soi, sur ses sensations et ses ressentis. Et donc, j'ai fait une reconversion professionnelle en participant à une formation de sophrologue. Et je suis maintenant sophrologue diplômée RNCP. Je ne suis pas en fait une polyarthrite. Je suis Frédéric et je suis moi-même. Je ne suis pas une maladie. Ça, c'est important, c'est primordial pour moi. Même si parfois la maladie est présente et que on ne peut pas toujours, je ne peux pas toujours faire ce dont j'aurais envie. Par exemple, je ne fais pas de course à pied, mais en revanche, je marche. Et il est vrai que je m'adapte. En fait, il y a des jours où, je vais être plus tranquille. Et d'autres où je vais être plus active parce que je suis plus à l'aise dans mon corps. Alors, la féminité dans tout ça, oui, elle est toujours présente, heureusement, différemment. C'est-à-dire que, une chose toute bête, de mettre des chaussures à talons,
Eh bien, aujourd'hui, je le réserve ça pour une soirée. La féminité, finalement, ne se résume pas simplement à un talon. C'est aussi soi, et puis comment soi-même on vit, en fait, la féminité. Il est vrai que c'est aussi le regard des autres que les autres peuvent porter. En fait, oui, mon mari me regarde aussi toujours comme une femme. Je suis plus attentive à mon corps. Je vais être plus attentive le matin, par exemple, pour savoir si je suis plus ou moins rouillée ou non. Donc, je fais un petit peu plus attention. Je vais, on va dire, ménager, entre guillemets, et aménager, en fait, parfois, mes journées. Donc, oui, peut-être que le regard que je porte sur moi, oui, est plus attentif et plus tolérant. Bonjour, donc on va reprendre après cette courte pause. Donc la suite du programme, toujours aussi passionnant, hein. Donc les accès numériques sont-ils synonymes d'inégalité sociale? Alors on va avoir deux intervenants avec André Rageot qui est assistant social à l'AFPERIC et puis Florian Cochinal qui est infirmière coordinateur de santé à la Fondation Maison des Champs. Merci. Oui, bonjour. Je vais donc parler là essentiellement de social, mais on sait que l'accès aux droits sociaux détermine aussi globalement sont liés à l'accès à la santé en général. Je vais faire cette démonstration, répondre à cette question en trois temps par une enquête de notre association sur la question du non-recours aux droits sociaux, une enquête de l'INSEE sur l'inégalité d'accès au numérique en France et enfin des extraits du rapport du défenseur des droits sur l'inégalité d'accès aux services publics du fait de la dématérialisation des démarches. Diapo suivante. Je ne vois pas si elles sont passées parce que je n'ai pas de retour, c'est bon. Donc, l'Association française des polyarthrétiques a fait une enquête auprès des personnes qu'elle accompagne par biais d'Internet sur la question du renoncement aux soins et du non-recours aux droits sociaux. 98% des personnes qui ont répondu sont des personnes qui souffrent d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Diapo suivante. Pour faire un point sur la sociologie des répondants, parce qu'on verra que c'est lié après avec d'autres questions. Point important, ce sont des femmes à 84%, très majoritairement, qui souffrent de rhumatisme inflammatoire chronique. Ce sont des personnes assez âgées, 40% des répondants ont plus de 62 ans, et puis pour de nombreuses d'entre elles, ce sont des personnes qui vivent dans de petites villes de moins de 5000 habitants, et on verra aussi que par rapport à l'accès au numérique, ça peut être déterminant. D'un point de vue de l'accès aux droits, diapo suivant, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques en général et de rhumatisme inflammatoire chronique en particulier peuvent bénéficier de dispositifs d'aide pour compenser les difficultés liées à leur maladie. On pense aux reconnaissances de travailleurs handicapés, aux complémentaires santé solidaire, etc. Donc les personnes qui ont répondu à notre questionnaire font ces demandes et parmi elles, 30%
ont abandonné les demandes pour faire valoir ces aides parce qu'elles avaient eu des difficultés dans leur démarche. Diapo suivante. Et donc, parmi ces difficultés, une est qu'elles ont abandonné ces démarches parce qu'elles se faisaient sur Internet et que donc les personnes soit n'avaient pas accès à Internet, soit s'en servaient difficilement et donc abandonnaient par capacité d'aller au bout. Ça paraît assez paradoxal parce que vous voyez en même temps que 76% des personnes qui ont répondu au questionnaire s'informent sur Internet. Mais on verra que pour plusieurs raisons, c'est pas tout à fait aussi paradoxal que ça. Tout d'abord, il y a de nombreuses personnes qui nous contactent, qui n'ont pas Internet et que donc on renseigne par téléphone, par courrier, à l'ancienne encore, disons, et puis qu'on oriente vers les travailleurs sociaux, qu'on appelle de secteur, de proximité, parce qu'on voit que seules des personnes qui ont besoin d'aide au niveau social vont vers ces travailleurs sociaux qui devraient les accompagner prioritairement. Et puis la seconde importance, c'est donc diapo suivante par rapport, si on s'en tient à l'enquête de l'INSEE, on voit qu'effectivement il y a de nombreuses personnes, 17% des Français sont touchés par l'électronisme, qui est donc une impossibilité, une incapacité à se servir des outils numériques, mais que parmi celles qui savent un tout petit peu se servir du numérique, il y en a une grande partie qui ne sont pas à même de faire des démarches complexes, de servir de logiciels, mais par exemple d'aller jusqu'au bout d'une démarche dématérialisée, parce que parfois c'est trop compliqué. Et puis par ailleurs, on note que les personnes âgées, les plus de 75 ans, parmi ces personnes-là, 1 sur 2 n'a pas Internet à son domicile, donc on voit que sur l'ensemble du territoire, ça pose un gros problème. Et puis les personnes qui ont un faible niveau de connaissance sont dans la même situation pour 1/3 des personnes. Donc diapo suivante, et on arrive là justement sur le rapport du défenseur des droits qui s'est préoccupé de cette question de l'accès aux services publics. Alors qui d'abord fait un point sur l'aspect positif de cette dématérialisation. L'aspect positif, il est pour les personnes qui se servent couramment sans problème du numérique parce que elles trouvent des informations de première qualité. Je pense par exemple aux sites services publics qui donnent des informations sûres, ou dans des domaines de la santé, les droits liés à la santé, par exemple le site Amélie, qui est maintenant tout à fait abordable et qui donne des informations très solides. Et puis, par exemple, quelqu'un qui maîtrise bien Internet peut maintenant très facilement faire son dossier retraite sur Internet à une condition quand même importante, c'est pouvoir numériser ses documents, d'avoir accès à un scanner. Et puis, il existe un simulateur de droits pour des personnes qui ne connaîtraient pas tous ces droits. Cette personne peut aller sur mesdroitssociaux.gouv par exemple, et en fonction de sa situation familiale et de ses revenus, elle pourra découvrir qu'elle a des droits, par exemple le droit à la complémentaire santé solidaire, le droit à l'allocation aux adultes handicapés, etc., alors qu'elle ne le savait pas forcément. Donc ça peut être un bon moyen d'accès aux sources. Diapo suivante, mais les points positifs donc de ces dématérialisations sont quand même assez rares. Parmi les points négatifs, ils sont assez nombreux. On voit les problèmes liés aux zones blanches et aux zones grises. On met ça en rapport avec le fait que parmi les personnes malades de rhumatisme inflammatoire chronique, il y en a de nombreuses qui habitent dans de petites villes ou à la campagne. Et puis, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des ressources, l'accès tout simplement pour acheter du matériel est une question vraiment très problématique. Et puis, un autre point qui est sans doute le plus important, c'est que dans les années 2000, tous les grands organismes de sécurité sociale, l'assurance retraite, l'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale, mais aussi d'autres services publics, les préfectures, Pôle emploi, ont fermé des bureaux et ont mis en marche la dématérialisation des démarches.
et se sont aperçus assez vite que c'était un vrai problème en termes d'accès aux droits. Donc pour pallier à cette insuffisance, à ce problème, ont été créées par les pouvoirs publics les maisons de services au public qui s'appellent maintenant France Service. Donc, c'était des lieux qui étaient prévus pour que les personnes qui n'ont pas accès aux démarches parce qu'elles ne maîtrisent pas Internet, parce qu'elles ne se débrouillent pas dans leurs démarches tout simplement, puissent aller se faire aider par des professionnels au sein de ces lieux d'accueil. Le défenseur des droits y met de sérieux bémols, c'est que d'une part, elles ne sont pas suffisantes en termes de couverture du territoire. Il y en a actuellement 1400, ou en termes de maillage du territoire, elles ne sont pas forcément réparties de manière très régulière. Et puis, un autre effet très pervers de la fermeture des bureaux, c'est que les organismes, tous les services publics ont mis en place des plateformes téléphoniques pour aider les personnes qui n'avaient pas accès à Internet. Or, les répondants de ces plateformes sont des personnes qui sont formées au minimum pour répondre à des questions très généralistes sur les droits, retraite, d'assurance maladie, etc., mais ne sont pas en mesure de répondre aux personnes dès qu'il y a une difficulté dans le dossier ou dès que ça devient un peu complexe, et les répondants sont incités par leur direction à orienter les usagers vers les plateformes dématérialisées, ce qui est une contradiction totale. Donc, ce que ça a comme effet, c'est que l'absence de lieu maintenant d'accueil pour toutes ces personnes qui ont besoin de droits, de faire valoir leurs droits sociaux de base, c'est que les associations d'aide aux usagers ou les services d'accompagnement traditionnels, les services sociaux traditionnels qu'on appelle de secteur, ont une charge de travail supplémentaire, qu'elles ne sont pas rémunérées pour faire assurer cette charge de travail supplémentaire, et ont perdu les accès privilégiés qu'elles avaient avant la dématérialisation avec les professionnels de ces organismes. Et donc, ça a une des conséquences qui inquiète le défenseur des droits, qui serait que parmi les personnes les plus défavorisées par rapport à cet accès numérique, il pourrait y en avoir un nombre important qui se tournerait vers des prestataires privés, parce qu'on note un développement important des prestataires privés qui travaillent en se faisant rémunérer pour permettre l'accès aux droits, à des droits et à un accès aux droits qui est censé être gratuit. Donc, pour répondre à la question de départ, on peut dire que de manière globale et en l'état actuel des choses, s'il n'y a pas une amélioration de la situation, oui, le développement du numérique pose un problème sérieux d'inégalité d'accès aux droits. Voilà, merci. Merci beaucoup. On enchaîne, je pense, ou vous voulez... on répond aux questions d'abord? N'importe, pas de problème. Alors, il y a une question, on va y aller tout de suite. On parlait de littératie en santé, mais il y a aussi un vocabulaire et une logique particulière à acquérir pour les démarches administratives de ce type, et c'est pas évident. Oui, ça fait exactement partie du problème, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de professionnels de proximité pour faire ce que j'appelle presque la traduction des droits, et puis ça veut dire que pour chercher des droits, il faut savoir qu'ils existent. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Si on parle, tout à l'heure, je parlais de complémentaire santé solidaire. Si on ne sait pas, par exemple, que c'est le successeur de l'ACMU complémentaire et d'un autre dispositif, on ne peut pas trouver. Donc, il n'y a que des personnes, des professionnels réellement formés qui peuvent faire ce qu'on appelle une veille sociale, être informés de manière précise des évolutions et vraiment aider les personnes dans leur démarche d'accès aux droits, effectivement. Donc là, c'est quelque part l'idée aussi de l'accès, la difficulté d'accès aux services sociaux, en fait. C'est Internet ou pas? Oui, non, mais bien sûr. Alors, les maisons de services au public auraient ou pourraient pallier à ce problème, et le défenseur des droits préconise par exemple que dans chaque maison de services au public, il y ait un travailleur social dédié. Donc ça pourrait être une solution envisagée.
parce qu'il ferait le lien entre des professionnels qui ont peut-être une moins bonne habitude d'aller faire les recherches, de traduire les dispositifs nouveaux, etc., etc. Mais ça semble important, effectivement. Et puis une dernière remarque que vous avez bien dit, et je pense qu'on peut souligner, il y a une différence entre chercher des informations sur Internet et faire des démarches administratives avec des histoires de mots de passe. C'est compliqué, c'est pour tout le monde en fait. Et, tout à fait. Ça se comprend bien. Tout à fait. Et tout à l'heure, on parlait du problème des fake news. Sur les recherches des droits, c'est important aussi de savoir discriminer, les sites d'information efficaces. Je parlais tout à l'heure de services publics ou d'Amélie pour les questions de santé. C'est vrai, on a des informations et on sait le repérer parce que à la fin de chaque page, il y a les sources législatives qui sont à l'origine de l'information. Et donc, c'est des sites officiels. On peut aller sur plein de sites différents et avoir des informations qui sont presque pas fausses, mais qui datent de quelque temps et qui, du coup, ne sont plus justes et qui entraînent les personnes dans de fausses démarches. OK. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir enchaîner. Donc, avec... Florian Cochinel. Oui, Florent Cochinel pour être exact. Donc moi, je suis infirmier et coordinateur de santé à la Fondation Maison des Champs. Je m'occupe d'appartements de coordination thérapeutique. Autrement dit, je m'occupe de patients en situation de précarité et qui ont une et en général plusieurs pathologies chroniques invalidantes. Et donc, pour compléter ce qui vient d'être dit par André et ce qui a été dit par Lucie avant, il y a effectivement toute une littératie sociale, il y a une littératie médicale. En tant qu'infirmier, souvent, il m'est arrivé de traduire du médecin en français ou du français en médecin dans l'autre sens. Dans le social, c'est pareil. Il y a la terminologie sociale qu'il faut traduire en français souvent compréhensible. Moi, je viens juste apporter un autre petit témoignage, on va dire micro, André venant de faire un petit peu la grande photo de ce qui se passe. Moi, je vois ça au niveau des patients dont je m'occupe. Le numérique a pris une place très importante, ça on le sait tous. Et comme on dit, on a tous des problèmes avec les différents mots de passe. Et bien, par exemple, ça, c'est une des premières choses maintenant dont on doit s'occuper avec les patients. Je prends un exemple tout bête. Quand vous créez un compte Doctolib, parce qu'on vous a dit qu'il faut créer un compte Doctolib pour prendre un rendez-vous avec un tel, vous créez un rendez-vous Doctolib et vous avez perdu le mot de passe. Un compte Doctolib, c'est à vie sur un numéro de téléphone. Vous n'avez plus le mot de passe, c'est fini. Vous ne pouvez plus avoir Doctolib. Donc, il est extrêmement important de noter tous ces mots de passe, de faire un petit carnet avec ça qui ne soit pas sur la machine sur laquelle on a le mot de passe, etc. etc. Et j'ai envie de dire, c'est tout un programme d'ETP, en fait, qui est à mettre en place par rapport à ça et au niveau du numérique. Je veux décrire un petit peu comment ça se passe chez nous. Donc, ça commence, en fait, par les emails. Parce que même des personnes en situation de grande précarité, en général, ont un email, mais ne savent pas vraiment s'en servir. Par exemple, ils savent répondre, mais ils ne savent pas répondre à tous. Ils ne savent pas transférer avec une pièce jointe. Et ils ont perdu leur mot de passe, ce qui fait que dès que la machine tombe en panne, c'est la catastrophe. Donc pour cela, il n'y a rien que déjà apprendre à faire ça. Ensuite, donc je disais par exemple créer un compte Doctolib, garder ses mots de passe, le compte Amélie, le compte CAF, le compte impôt. Heureusement, il y a quelque chose qui fonctionne bien quand même dans tout ça. Dans les points positifs, c'est André l'a pas dit, mais c'est France Connect qui permet d'avoir un seul mot de passe qui a accès à pas mal de choses en tout cas. Et je l'espère par la suite à de plus en plus de choses parce que c'est vraiment un outil précieux. Et voilà, et j'en passe. Parce que tous les médecins ne sont pas sur Doctolib. Il y a aussi rendez-vous-médicaux.com, il y a aussi, enfin bref, il y a vraiment de plus en plus de choses. Donc, nous, pour les patients qui sont hébergés par notre structure et qui sont sans ressources, maintenant, presque en même temps que la caution de l'appartement,
on leur fait un prêt. En fait, un prêt pour acheter un smartphone. Un smartphone de maintenant, pas haut de gamme, parce qu'il n'y a pas besoin, mais un smartphone de maintenant. Et pour apprendre à s'en servir dans toutes ces choses. Parce que, comme l'a dit André, il faut l'appli Amélie, il faut l'appli CAF, il faut l'appli, etc. Il faut l'appli La Poste pour pouvoir faire bref, il faut tellement d'applis qu'il faut quelque chose qui tourne. Et alors ça, c'est un choix qu'on a fait, c'est qu'un téléphone, en fait, un téléphone, c'est un ordinateur. Et pour la très grande majorité des cas, ça suffit. On peut tout faire avec un téléphone. Et du coup, on parle souvent d'accès informatique, etc. Et c'est accès numérique. En fait, c'est vraiment avec un smartphone, je répète, on peut pratiquement tout faire. Donc, avec un smartphone et de la connexion Internet. Donc, c'est pareil, il faut avoir une puce avec des gigas d'Internet dedans. Si on a une carte Leica Mobile, une carte SFR à recharge, on ne peut pas s'en sortir. Et en plus, ça revient beaucoup plus cher qu'un abonnement Internet maintenant qui devient extrêmement rentable. Encore faut-il le savoir. Enfin, d'autre part, pour quand il s'agit de vraiment des choses qui sont à faire sur ordinateur, traitement de texte, les tableurs, toutes ces choses-là. Là, pour le coup, on doit orienter, parce que là, l'achat d'un ordinateur, ça coûte quand même un peu plus cher, vers notamment Emmaüs Connect, qui est quand même la principale plateforme, en tout cas en Ile-de-France, pour ce que j'en connais, qui permet d'acheter du matériel à des prix défiant toute concurrence, avec un petit peu de suivi en plus, pour pouvoir pallier aux problèmes qui pourraient éventuellement se présenter. Voilà, c'était juste ma petite contribution à ce magnifique séminaire. Et je laisse la parole aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. Alors, question ou commentaire. Que dire du dossier médical partagé créé en 2018 qui disparaît au profit du DMS? Est-ce comme sécurisé avec une reprise de données non assurées? Je ne sais pas si tu as des commentaires. Bah, évidemment, si, forcément, le DMP, je pense qu'on a tous des commentaires là-dessus, qui sont... voilà, on ne sait pas trop quoi en dire. Moi, je suis assez féru d'informatique, donc dès que c'est apparu, je me suis dit, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et en fait, non. Là, c'est encore une autre tentative. Pourquoi pas? Déjà, sur Amélie, il y a quand même pas mal de choses qui se passent et on pourrait très bien améliorer Amélie, je pense, vu que ça fonctionne. Après, que ce soit un réel besoin, ça c'est certain. Parce que moi qui fais de la coordination de soins, il faut que les médecins arrivent à se parler entre eux, il faut que le patient il arrive avec sa montagne de compte rendu, mais en général ils viennent avec des piles terribles. Si c'est dans un espace qui est évidemment réellement sécurisé, mais bon, les hébergeurs de données de santé sont a priori agréés par le ministère de la Santé, même si on a bien vu qu'avec la PHP, il y avait eu quelques problèmes ces derniers temps. Ça reste, à mon avis, quand même une solution qu'il va falloir bien faire à un moment donné. Juste si je peux compléter, moi je suis assez convaincu de l'importance du DMP, mais quand on essaye d'informer des personnes, imaginez, début de l'année 2020, on dit ah super, il y a un nouveau DMP qui enfin un nouveau déjà qui est sorti, c'est très bien, et paf, le mois de juillet de l'année d'après, on apprend que le DMP n'existe plus, mais que les personnes qui l'ont déjà ouvert vont pouvoir récupérer leurs données sur le futur, je sais plus, dossier partagé. Et donc, pour des personnes qui sont craintives par rapport au numérique, c'est rédhibitoire. On ne peut pas leur expliquer que tout va bien, qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Et à chaque fois, il faut refaire la démarche d'explication en quoi ce serait mieux que le premier. Ça veut dire que le premier, on avait dit que ce serait parfait, mais tout compte fait, ça l'est pas. Moi je trouve pas ça spécialement étonnant que ça tâtonne comme ça, parce que c'est aussi toute la démarche comme ça, sauf que pour le partager aux personnes qui sont un peu éloignées, c'est pas évident, quoi. Voilà. D'accord. Donc en conclusion de votre intervention, alors il y a plein de choses qui ont été dites, mais on aurait envie de faire un atelier littératie numérique en fait dans tous nos programmes de TP. ça
peut-être pas besoin d'être long, mais on a quand même l'impression qu'un de ces jours, on va être obligé de le faire. Donc, entre la littératie en santé dont on a parlé avant, avec des ateliers sur les articles, les démarches scientifiques, là, maintenant, on va pouvoir rajouter littératie numérique. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour... Alors, attendez, si j'ai une autre question. Ah si, alors, côté soignant, nous manquons souvent de connaissances et de compétences pour accompagner au mieux les patients, que ce soit en matière de démarche administrative ou d'informatique. Bah, c'est un peu ça, on est en train de... voilà, il faudrait créer des ateliers types, peut-être, sur ces deux thèmes. Bah oui, mais c'est tout près. Moi, je travaille donc dans le médico-social, donc je suis en lien permanent avec des assistantes sociales, ce qui est absolument nécessaire. De toute façon, tant qu'on n'a pas la CSS, on ne peut pas se faire refaire les dents. Donc, voilà. Mais le numérique, justement, c'est pas social ou médical ou ce qu'on veut. C'est nécessaire, c'est tout. Et voilà, il faut effectivement faire quelque chose. Alors, la suite du commentaire, il y a aussi quelque chose autour. Nous pratiquons souvent les démarches. Nous pratiquons trop souvent et les démarches nous paraissent évidentes et on noie les usagers, les familles sous les informations. Donc aussi faire attention à faire du simple, si je comprends bien. Bien sûr, mais comme tout. Vas-y. Oui, faire du simple. Alors c'est quand même quelque chose d'important. C'est faire du simple à partir de choses assez compliquées. Donc il y a un vrai travail. Et là, je pense que c'est aussi important. Enfin, sur le mode des ETP, c'est de pouvoir travailler avec les premiers intéressés pour vérifier que ce qu'on dit, que ce qu'on prévoit, c'est compréhensible et c'est traduit de manière correcte, quoi, en gros. Hein. Comme le dit André, sur le mode de l'ETP, donc on part. Normalement, dans le ETP, on part systématiquement des connaissances du patient. Et après, on va plus loin. Mais il faut partir forcément, impérativement, des connaissances du patient. Avec la difficulté, peut-être que je rajouterais, on a un public très varié. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir du patient pour essayer de comprendre ce qu'il faut rajouter, quoi. Oui, c'est long, c'est très long. Ça ne peut pas se faire sur une consultation hospitalière de 10 minutes, c'est certain. Bien, et merci à tous les deux. Et puis, on va passer donc à la dernière intervention qui s'appelle Hypnose, réalité virtuelle, protoculture et santé. Et donc, c'est Jean-Pierre Courtial, qui est professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à Nantes, qui va nous faire cette présentation. Merci. Bien, donc, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Bon. Alors, je vais commencer avec la diapo numéro 2, s'il vous plaît, où je parle d'anthropologie symétrique. Alors, c'est pour vous dire d'où il y a maintenant une quarantaine d'années, j'étais au centre de sociologie de l'École des mines de Paris, avec Latour, Michel Callon. Nous avions une ambition, c'était de montrer que la construction des connaissances scientifiques était peut-être le lieu d'observation de la création du lien social en général depuis l'origine de l'homme. Et, excusez du coup, c'était véritablement le projet, c'est-à-dire on a sous les yeux du lien social qui se crée en laboratoire et c'est observable. Les chercheurs sont précisément ces personnes qui nous montrent le lien social naissant, si on peut dire. Alors, ce que nous dit cette analyse du lien social, de la conscience de soi à partir de l'observation des chercheurs, c'est que ce lien social est à base de réseaux associatifs. Alors, c'est peut-être abstrait de dire les choses comme ça. Je vais donner tout de suite deux exemples. Un exemple très, très ancien, c'est l'exemple des fibres alimentaires, qui était une découverte de la fin des années 70. Les fibres alimentaires, c'est des glucides non digérés. Et donc, à l'époque, si vous voulez, c'était facile. Enfin, on allait montrer que certaines personnes avaient eu l'idée
de ce concept de fibre alimentaire, mais sans être très concret. On avait remarqué que dans un pays comme l'Ouganda, je crois, les gens qui mangeaient beaucoup de fibres avaient moins de maladies cardiovasculaires. On avait observé qu'en Angleterre, pendant la guerre, où les gens mangeaient beaucoup de fibres, il y avait aussi moins de maladies cardiovasculaires. Mais le problème, c'était comment dirais-je, d'identifier scientifiquement ce qu'on appelle le concept de fibre alimentaire, donner des exemples et montrer que les fibres alimentaires avaient les propriétés qu'on attendait d'elles. Et dans ces cas-là, on dit la science a fabriqué un acteur réseau, on appelle ça comme ça. Parce qu'au début, on ne savait pas trop, on tâtonnait, les scientifiques bricolent, comme on disait à l'époque. Et donc, quand la science est achevée, on a un acteur réseau, un concept. Ce qu'on en attend correspond à ce qu'il va produire dans la réalité. Alors, je vais donner un exemple. Tout de suite, ça a été transposé dans le champ des sciences humaines. Bruno Latour a travaillé avec Toby Nathan dans le domaine de ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie. Et l'idée, c'était que les gens qui souffrent de pathologies, de psychopathologies, souvent des migrants, ne peuvent pas être étudiés par la science occidentale. Il y avait cette idée qu'ils sont leurs propres porte-parole, leurs propres experts. Donc ça, c'était complètement révolutionnaire. Ça voulait dire que pour soigner quelqu'un qui a, mettons, du Congo et qui souffre d'une manière qu'on ne s'explique pas, il a des sessions, des fantômes, etc., eh bien, il faut aller dans sa culture pour voir ce que signifient les fantômes qui sont les siens. Et de la consultation d'ethnopsychiatrie réunissait comme ça des personnes qui connaissaient la culture du patient et qui essayaient de faire accoucher le patient du sens de sa maladie, de sa souffrance, à partir de la culture qui était la sienne. Je passe à la diapo suivante. Donc la diapo suivante, donc, que j'ai intitulée « La réalité ». Donc il y a l'idée, si vous voulez, que la réalité, au fond, c'est ce que nous construisons. La réalité de ce migrant qui souffrait de fantômes, c'est sa construction personnelle avec sa culture et avec le choc de la rencontre de l'Occident. Et donc, on sortait de l'idée que, à l'école des mines, que la réalité, c'est pas la nature en dehors de l'observation, c'est ce que nous partageons. Et cette réalité, elle va être fluctuante en fonction de l'évolution de la culture. Donc, je vais donner là un exemple dans le domaine des sciences. Quand vous savez que du temps de Newton, on regardait la nature comme un paysage, nous étant des spectateurs. Et puis, avec l'arrivée de la relativité, on s'est rendu compte qu'il y avait autant de nature que de spectateurs. Chacun d'entre nous, chaque micro-organisme a le monde à lui tout seul en lui. Et donc, c'en est fini du spectacle de la nature, de l'attraction entre les corps. On est en fait dans une conjonction de mondes multiples. Donc, la réalité, c'est une co-création. Et on voit ça notamment en hypnose telle que pratiquée par Pierre Garnier. J'aurais dû le dire au début, mais je travaille dans l'équipe de Pierre Garnier. Donc, on fait en sorte que le patient et le thérapeute, en hypnose, tout d'un coup, donnent une signification nouvelle à ce dont il souffre. On appelle ça une co-création parce que, en ajoutant la réalité virtuelle, le patient et le thérapeute peuvent dessiner en trois dimensions, des masques spéciaux, ils peuvent dessiner une sculpture qui va figurer, incarner ce dont souffre le patient. Et en faisant évoluer cette sculpture, directement, le patient va acquérir une conscience de lui-même, de sa souffrance différente. Je pourrais donner un exemple tout à l'heure, éventuellement. Alors, du coup, avec ces casques de réalité virtuelle, on ne peut pas dire que c'est complètement de l'imaginaire, que ça n'existe pas. Non, on arrive à ancrer cette sculpture 3D, à l'ancrer dans le vécu du patient et du thérapeute. Donc, c'est une réalité nouvelle et qui est aussi légitime que la réalité qu'on voit sans lunettes, si je puis dire. Donc, je passe à la diapo suivante. Relation donner-recevoir. Alors,
cette conscience de soi, elle est, comment dirais-je, elle s'acquiert aussi d'une manière intersubjective. C'est-à-dire que on n'est pas seul face à la nature. J'ai parlé du patient et du thérapeute en réalité virtuelle, mais d'une manière générale, on est soi-même, en étant l'autre. Alors là, je cite le mécanisme des neurones miroirs, inconnu dans les années 1990. Vous savez, c'est des neurones qui s'activent de la même manière pour un comportement observé et le même comportement adopté. Et ça peut être aussi pour une émotion observée, ça peut être pour une intention observée. Donc en quelque sorte, on est complètement dans la contagion. Les autres sont complètement en train de nous envahir en permanence si nous n'élaborons pas des défenses. Donc on a constamment une relation aux autres où être l'autre tout en restant nous-mêmes, et ça va être au prix d'une relation donner-recevoir. Je laisse l'autre pénétrer en moi, je lui laisse aussi, c'est moi qui va l'influencer à mon tour, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre ces actions de part et d'autre, équilibre atteint à travers une culture partagée, un scénario où chacun va avoir une place compatible avec l'idée qu'il se fait de l'autre et vice-versa. Donc on retrouve la philosophie orientale avec cette énergie qui s'appelle le chi, avec l'équilibre yin-yang, recevoir-donner. On rejoint aussi l'approche de Marcel Mauss qui s'appelait le don contre don, qu'il avait observé dans les sociétés mélanésiennes, une énergie tout à fait irrationnelle aux yeux des Occidentaux, une énergie qui s'appelait mana. Et donc, le sens de la vie va procéder, et la santé va résulter de ces équilibres dans la relation aux autres en lien avec la culture. Là, on pourrait penser au corps, à la philosophie orientale. Vous savez, il y a le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel, puis entre les deux, le corps mental. Mais bon, n'allons pas faire de diversion dans ce domaine. Et donc, la grande santé, au sens l'équilibre de ces forces traverse dans la relation aux autres et par le biais de la culture. Donc, nouvelle diapositive, rôle de la culture. Alors là, si vous voulez, je cite un psychologue cognitiviste qui s'appelle Jérôme Brunner et qui tout d'un coup a basculé et il a dit il y a un primat de la logique de la culture sur la psychologie cognitive. Et il faut, pour comprendre comment la culture nous donne sens à notre vie, il faut s'intéresser au récit, mais ce qu'il entend par récit, si vous voulez, c'est les grands récits qui illustrent ce à quoi une société croit, qui lie une société, ce qui tisse le lien social. Alors aujourd'hui, ça serait Thomas Pesquet, puisque c'est véritablement l'incarnation du progrès technique, il est célébré partout. Bon, ça pourrait être bien que controversé l'énergie nucléaire, c'est aussi bien entendu l'écologie, qui sont ces grands projets par lesquels on donne sens à notre vie. Et pour illustrer la démarche de Jérôme Brunner, du rôle de la culture, je reprends l'interprétation de Claude Lévi-Strauss, à l'origine du structuralisme, qui disait qui rangeait la psychanalyse du côté des thérapies traditionnelles en disant mais le complexe d'Oedipe, mais c'est un nouvel acteur réseau, c'est un nouvel esprit à E majuscule au sens des sociétés traditionnelles. Les gens vont mieux parce qu'ils ont relié la conscience d'eux-mêmes à cette entité qui s'appelle complexe d'Oedipe, auquel tout le monde croit. Hein. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est discuté. Mais il y a eu un moment où c'était véritablement invoquer le complexe d'Oedipe sur un plan de ça. La socialisation ça permettait de comprendre, d'avoir une conscience acceptable de ce que nous pouvions ressentir. Et donc, je passe à ma dernière diapositive. Donc, trans, réalité virtuelle et culture. Alors, j'ai mis proto-culture, parce qu'on peut dire que la culture qui s'élabore entre un hypnothérapeute et son patient, c'est quand même une culture qui est un peu localisée à deux personnes. Donc, on ne peut pas dire qu'elle va imprégner toute la société comme le ferait
comme le ferait le cosmonaute dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une culture en cours de diffusion dans la société. Donc, restons prudents, appelons-la protoculture. Donc, la transe, pour schématiser, la transe, c'est être l'autre, c'est-à-dire socialement se fondre, y dissoudre ce qu'on appelle parfois la conscience analytique de soi, pour être à disposition des autres et, en quelque sorte, se transformer, mais en lien avec les autres. Du coup, la transe permet d'analyser un problème, et c'est là la transe nous permet de nous promener au sein des réseaux de vie, des réseaux de mort. Donc là, il y a des exemples cliniques. Alors là, en hypnose sans la réalité virtuelle, hein. Je pense par exemple à Michael White, qui pratiquait l'hypnose. Il a un exemple célèbre d'un enfant qui est hyperactif, et Michael White lui dit « Mais comment tu l'appelles ton symptôme, cette hyperactivité? Si tu l'appelais, quel nom tu lui donnerais? Il va l'appeler le tada. Et quelle couleur il aurait? Enfin, c'est quelque chose qu'on fait en hypnose, de personnifier un problème. Et donc, à partir de là, d'externaliser le problème et de transformer ce qu'il est en lien avec le thérapeute. Alors là, maintenant, c'est un exemple de Pierre Rognier. Il s'agit, là, cette fois, de hypnose et réalité virtuelle. Alors, j'ai pris l'exemple du poteau doudou, mais qui est difficile à expliquer. Je préfère prendre l'exemple de Pierre-Henri Garnier avait une patiente qui faisait fausse couche sur fausse couche et qui redoutait d'être enceinte, et elle va voir le thérapeute, Pierre-Henri Garnier, et elle, en réalité virtuelle, avec le casque, elle fait une barbe à papa. Et cette barbe à papa, il semblerait que cette barbe à papa, c'est ce qui l'envahit et ce qui détruit. Et puis peu à peu, au cours des séances, elle va transformer cette barbe à papa en nid, en nidification, en possibilité de nidification. Donc c'est pour expliquer donc comment, en relation en transe, elle va transformer une angoisse en elle va partager l'angoisse et elle va pouvoir s'en défaire. Parce que ça aussi, c'est des exemples que donne Pierre-Henri Garnier. Je pense à l'exemple d'une jeune fille qui avait failli se noyer, et qui avait donc un stress post-traumatique. Et avec Pierre-Henri Garnier, elle revit le moment où elle sent qu'elle va étouffer dans l'eau, et Pierre-Henri Garnier, en transe, lui aussi, et voit la vague qui la submerge, et il la partage avec elle, et il donne à cette jeune femme le sentiment que quelqu'un partage, est solidaire de sa souffrance. Et Pierre-Henri Garnier, étant cette solidarité, d'autres personnes sont venues vous sauver à ce moment-là. Oui, les pompiers. Et puis, dans votre vie, qui vous a aidé dans votre vie? Ah, mon frère, etc. Donc, elle transforme une angoisse de mort en un sens de vie. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop long, parce que je crois qu'on dépasse les temps prévus. Et donc, alors, bien sûr, il y a l'exemple de l'art-thérapie, hein, mais il faut pas que l'art-thérapie, ça consiste à faire une sculpture pour soi. Il faut que ça soit partagé, comme pour l'hypnose en réalité virtuelle. Il faut que la sculpture fasse l'objet d'un échange avec les personnes qui font l'animateur, au moins l'animateur. Et donc, en éducation thérapeutique du patient, donc cette approche du sens de la maladie, eh bien, elle aurait pour objet, à travers la transe, la co-création, d'amplifier les ressources du patient, d'apprivoiser un traitement invasif, fixer un objectif accessible. Je pense aussi dans un témoignage où il y avait, par exemple, le patient se sentait coupable de la maladie. Donc, le déculpabiliser était aussi une manière d'accroître ses ressources. Donc, voilà le fond épistémologique, on peut le dire, avec lequel nous travaillons avec Pierre Garnier et son équipe. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette lecture extrêmement pertinente et riche. Après, je pense que ça va être difficile de poser des questions. J'avoue que j'en ai pas encore, mais c'est plus quelque chose qui nous fait réfléchir et qui nous ouvre des perspectives avec toujours cette idée que l'être
l'identité, le sens de la maladie, ça se construit, c'est dynamique et ça se construit avec les autres, effectivement la culture, avec les rêves, avec beaucoup de choses, quoi. Oui, merci. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là parce que je n'ai pas de questions supplémentaires. Et donc, merci beaucoup à tous. J'espère que tout ça vous a bien plu, à vous qui regardez. Et personnellement, moi, j'ai trouvé ça extrêmement riche et intéressant. Et à la prochaine au module numéro 3. Au revoir. Au revoir.